Mesdames, Messieurs, bonsoir. Bienvenue à la deuxième conférence de la saison 2013-2014 de l'association Forum Events. Aujourd'hui, notre débat portera sur le développement durable, sur sa place dans les préoccupations politiques actuelles, enfin sur la question plus technique de sa mise en œuvre concrète. Après 5 années d'une crise mondiale qui s'éternise, et tandis que nous vivons une période de tension politique dont la perte de confiance des Français en leur gouvernement est le témoignage, doit-on penser que ces considérations sont devenues gages de suicide politique ? Ne sont-elles pas considérées par certains comme trop coûteuses, trop risquées, au vu de leur rentabilité en termes électoraux ? Pour répondre à ces questions et apporter un éclairage pertinent à ces sujets pour le moins complexes, nous avons le plaisir de recevoir Charles-Adrien Louis et Noël Mamère. Si tous deux se distinguent par les sphères dans lesquelles ils évoluent, majoritairement privées pour Charles-Adrien Louis et publiques pour notre second invité, ils peuvent tous les deux être considérés comme des porte-drapeaux de ce penser différent, propre aux défenseurs des valeurs du développement durable. Charles-Adrien Louis, bonjour. Diplômé de l'École centrale de Lille, membre de la Confédération des juniors entreprises, vous êtes cofondateur et directeur général d'un cabinet de conseil et d'expertise en développement durable, BL Evolution. Vous y proposez un nouveau modèle d'entrepreneuriat et de développement qui prend en compte la valeur fondamentale pour vous de respect, respect de l'homme et respect de l'environnement. Ces valeurs qui vous sont chères, vous les mettez en œuvre concrètement à travers la mise en place de stratégies RSE-RSO. Noël Mamère, bonjour. Homme politique reconnu, vous êtes maire de Bègles depuis 1989 et député de la 3e circonscription de Gironde. Très tôt dans votre carrière politique, vous marquez votre différence et vous affirmez les convictions qui sont encore les vôtres aujourd'hui en créant, aux côtés de Jean-Louis Borloo, Génération Écologie, avant d'adhérer en 1998 au Vert. Votre célébration en 2004 du premier mariage homosexuel, tout comme votre récent et très médiatisé départ d'Europe Écologie Les Verts, illustre parfaitement ces traits de caractère qui sont vôtres, l'autonomie de la pensée et la détermination dans le combat. Je vous souhaite à tous une très bonne conférence et un très bon débat. Et je vous laisse maintenant en compagnie de nos deux invités et de Leïla et Amaury qui animeront le débat. Alors avant de commencer, est-ce que vous pourriez nous faire un petit bilan de santé de la planète et des... enfin un petit, il va être long forcément, mais... et des enjeux, de l'avancée de la problématique écologique dans le monde? Vaste question. Je dirais on va en avoir peut-être un thermomètre d'ici une semaine ou deux avec la prochaine conférence des partis sur le climat qui se déroulera à Varsovie. Maintenant, quel est-il ? On a eu le rapport du GIEC qui nous a fait un état des lieux assez précis qui est sorti. Le premier chapitre, on va dire, de ce rapport est sorti à la fin du mois dernier. Comment va le monde ? Il va mal. Et très probablement, l'homme en est fortement responsable. Oui, le monde va mal, mais il peut aller mieux. Donc il ne faut pas rester dans une logique fataliste. La réalité de l'action anthropique sur le climat est aujourd'hui confirmée par le dernier rapport du GIEC et sera sans doute validée lors de la prochaine conférence sur le climat qui doit être organisée en 2015 à Paris et aussi par la conférence des partis. Mais avant même de consulter les rapports du GIEC, il suffit de regarder le monde qui nous entoure et un certain nombre de pays ou de continents sur lesquels le dérèglement climatique, car je pense qu'il vaut mieux parler de dérèglement climatique que de réchauffement climatique, est à l'œuvre. On se souvient par exemple que pour alerter l'opinion publique, l'ancien président des Maldives avait organisé son conseil des ministres en scaphandrier et avec des bouteilles sous l'eau parce que les Maldives sont condamnées à être submergées par les eaux. Mais il y a d'autres problèmes qui sont liés au dérèglement climatique qui montrent qu'il y a un lien indissociable entre les questions que l'on pose sur l'environnement et la condition humaine. C'est la question des réfugiés climatiques. Aujourd'hui, il y a plusieurs millions de réfugiés climatiques qui se trouvent dans les pays qui sont déjà les plus sévèrement touchés par le dérèglement climatique et par le réchauffement. Je pense en particulier aux pays du Sahel. Il faut que vous sachiez qu'il y a des pays qui disparaîtront et qui obligeront à changer, à faire évoluer le statut de réfugié tel qu'il est défini par la Convention de Genève de 1951. Et il faudra, un réfugié aujourd'hui, c'est quelqu'un qui est obligé de quitter son pays, mais qui peut revenir dans son pays.
Un réfugié climatique, ce sera quelqu'un qui sera obligé de quitter son pays parce qu'il n'a plus son pays. Et donc ça oblige à redéfinir par des conventions internationales le statut du réfugié. Et puis il y a des guerres qui se livrent, qui sont directement liées au réchauffement climatique. Par exemple, on a commis beaucoup d'erreurs d'appréciation sur la guerre du Darfour, que l'on a considérée comme une guerre de religion, qui n'est pas directement liée aux religions, mais qui est directement liée à la question du réchauffement climatique. C'est une guerre entre des pasteurs qui voient leur domaine de pâturage se réduire à cause du réchauffement climatique contre des fermiers. Et donc, pour survivre, ils attaquaient les fermiers. Et cette guerre du Darfour est principalement liée au problème du réchauffement climatique. Si vous vous intéressez à ces questions, je vous recommande vivement la lecture d'un livre d'un philosophe allemand, qui n'est pas un philosophe d'ailleurs, qui est un sociologue aussi, allemand, qui s'appelle Harald Welzer, et qui a écrit un très bon livre qui s'appelle « Les guerres du climat ». Après ce bilan un petit peu catastrophique que vous nous faites du monde aujourd'hui, j'avais une première question pour vous, Charles Adrien, qui est, en tant que jeune entrepreneur, aujourd'hui, quand vous avez choisi d'investir dans la branche de l'environnement, de l'écologie, est-ce que vous l'avez fait par profit, parce que c'est un secteur porteur, ou est-ce que vous l'avez fait par conviction, par éthique ? Alors, donc là, vous me posez la question, à mon niveau, comment dire ? Je dirais qu'aujourd'hui, quelqu'un qui va dans ce domaine-là par volonté de profit se trompe de chemin. Parce que contrairement à ce qu'on peut croire, ce n'est pas du tout un domaine porteur aujourd'hui. Ce que vous qualifiez de crise, qui dure depuis quelques années, un peu trop longtemps pour que ce soit vraiment une crise finalement, c'est peut-être plus un retour à la réalité, fait que les entreprises se désintéressent de ces questions, malheureusement. Donc non, on ne va pas, en tout cas dans les domaines dans lesquels je suis, on n'y va pas par volonté de profit. On y va par conviction personnelle parce qu'on a été atteint du virus, je dirais du développement durable, mais j'aime pas ce mot. Mais voilà, on s'est dit il faut absolument changer les choses et on va essayer de le faire à titre personnel, que ce soit par son investissement associatif, que ce soit par son investissement professionnel. Mais ça n'empêche pas, il n'y a pas de contradiction entre le fait que l'on s'engage pour rechercher l'efficacité énergétique, les économies d'énergie, la recherche et l'innovation sur les énergies renouvelables, c'est-à-dire qu'on s'engage dans une logique de développement durable. Je suis d'accord sur l'idée que pour certains d'entre nous, développement durable, c'est plutôt un oxymore, parce que ça dépend quel sens on donne au mot de développement. Mais c'est aussi un secteur économique, c'est un secteur, il ne faut pas croire que l'écologie, ce n'est qu'une punition collective. C'est pas du tout ça. S'engager dans une logique qui consiste à préserver la planète et ceux qui habitent sur cette planète, c'est aussi favoriser la recherche et l'innovation. C'est créer des emplois. C'est effectivement, et on peut très bien choisir, comme l'a fait Charles Adrien, c'est ça votre prénom, de s'engager dans ce métier, puisqu'il en a fait son métier de conseil, par conviction, mais en faire aussi un métier dans lequel on puisse gagner sa vie. Je pense que ça n'a pas de contradiction. Qu'est-ce que vous On pensez n'est pas des obligé gens... d'avoir des cheveux longs et des savates en permanence pour faire de l'écologie. Qu'est-ce que vous pensez des gens qui considèrent que l'engagement écologique est un effet de mode ? Ah, je peux répondre ici, mais vous n'étiez pas né dans une région et dans un département où se sont trouvés deux hommes dont l'un était professeur à l'université de Bordeaux, dont le nom est connu à Bordeaux, j'espère qu'il est connu de vous. Il s'appelle Jacques Ellul, qui a écrit en 1953 un livre prémonitoire qui s'appelait « La technique ou l'enjeu du siècle », où il nous expliquait que le progrès humain n'est pas forcément lié au progrès technique, et que lorsque le progrès technique n'est pas contrôlé démocratiquement, il peut même se retourner contre le progrès humain et contribuer à nous avilir ou à détruire nos libertés. Il était professeur en face, professeur de droit, mais aussi professeur à Sciences Po. J'ai beaucoup suivi son enseignement et j'ai découvert l'écologie, notamment grâce à lui, à un autre homme qui est beaucoup moins connu,
dont j'espère que certains de ses livres sont dans votre bibliothèque, qui s'appelle Bernard Charbonneau, qui était un compagnon de route de Jacques Ellul, et qui, avec lui, en 1935, avait écrit un manifeste qui s'appelait le Manifeste personnaliste, et qui, déjà, en 1935, posait les bases de ce que nous, on appelle aujourd'hui le développement durable et un certain nombre d'exigences pour lutter contre les dérives d'une société technique mal contrôlée. Et donc, ce n'est pas un engagement d'aujourd'hui pour certains d'entre nous. Et l'écologie, ce n'est pas un engagement à la mode, c'est une nécessité. Et donc, il faut jeter un sort à ceux qui nous expliquent que l'écologie, elle est partout. Elle peut être à droite, elle peut être à gauche. Non, ce n'est pas vrai. L'écologie, elle défend un certain nombre de valeurs qui n'habitent pas forcément dans les deux camps. Elle n'est pas forcément... l'écologie, elle critique, par exemple, l'idée de progrès. Moi, quand j'étais à Sciences Po à Bordeaux, de l'autre côté, et dans le cours, Ellul faisait un cours sur la technique, il y avait ce qu'on appelait des petits oraux, et en petit oral, la question qui m'avait été posée, c'est l'idée de progrès chez Marx. Bon, l'idée de progrès, c'est une idée qui a été défendue par l'ensemble de la gauche et même de la droite, qui est liée au progrès technique, à ce qu'on a appelé l'industrialisation, les 30 glorieuses, le progrès, le progrès avec un grand P, c'est toutes les images que l'on a hier du Concorde, aujourd'hui des centrales nucléaires, qui sont le symbole de notre savoir-faire et de notre grandeur. Et l'écologie, elle s'est construite contre cette idée du progrès. Donc elle s'est construite contre une certaine conception du progrès que défend la gauche, quand par exemple les écologistes aujourd'hui combattent un projet qu'on considère comme archaïque et du XXe siècle, qui est le projet de l'aéroport de Notre-Dame-des-Landes, c'est pas par coquetterie, c'est parce qu'on considère qu'il ne correspond pas à ce que devrait être une logique des transports aujourd'hui, et que ce projet, il a été conçu à l'époque du Concorde. Il date de plus de 40 ans. Donc on peut peut-être faire mieux. Mais dans l'esprit de beaucoup d'élus, il faut faire des autoroutes. On a fait une autoroute entre Bordeaux et Pau, puis on invente, pour se justifier, des compensations carbone de cette autoroute qui aujourd'hui coûte énormément d'argent à tous les contribuables parce qu'il n'est pas utilisé ou très peu utilisé. C'est une espèce de logique de beaucoup d'élus qui croient encore à cette conception, à ce progrès, au progrès conçu comme celui-là, comme à l'époque des 30 Glorieuses. Les écologistes se sont construits dans la critique de cette forme de progrès. Mais on est aussi, donc on n'est pas dans la gauche traditionnelle, mais on défend aussi des valeurs qui appartiennent à la gauche, comme celle de la tolérance et du partage. Et on n'est pas dans la logique du libéralisme, évidemment. Donc on est entre les deux. Donc l'écologie, c'est pas quelque chose qui est politiquement biodégradable. Ça a son unité, sa cohérence, et ça doit être défendu comme tel. Alors justement, pour faire écho avec ce que vous nous dites, et justement, Charles Adrien, vous disiez que les grandes entreprises, enfin que les entreprises de manière générale se désintéressaient du développement durable. Pourtant, elles communiquent énormément là-dessus. Elles l'utilisent à des fins marketing. Est-ce que vous pourriez nous parler justement de cette récupération marketing qui fait peut-être qu'on ait une mauvaise image de l'écologie ? Oui, alors déjà, je pense qu'on confond beaucoup de choses en utilisant les mêmes mots. Là, on vient de parler de l'écologie politique. L'écologie, à la base, c'est la science de son habitat, de sa maison, de l'environnement. Donc ça, c'est quelque chose de scientifique, des gens travaillent dessus. L'écologie, c'est pas mon métier. Un écologue, c'est quelqu'un qui va compter les oiseaux, qui va compter les fleurs, qui va compter ce genre de choses-là, et qui va étudier dans quel habitat on vit. Éventuellement, comment cet habitat change, comment il se dégrade. L'écologie politique, ça, c'est pas trop mon rayon, donc je laisse mon voisin s'exprimer dessus. Et après, le développement durable, là encore, c'est un mot qui a été choisi tel qu'il est. À la base, bon, c'était pas forcément... en anglais, c'est plutôt développement soutenable et pas durable. Il a été choisi parce qu'il est très bien, ce mot, parce qu'il peut être récupéré par tout le monde. Quand je dis je fais du développement durable, je suis en contradiction avec personne. Donc tout le monde peut dire qu'il fait du développement durable. C'est pour ça que toutes les entreprises sont capables de dire « moi, je fais du développement durable en faisant ceci, en faisant cela », etc. Cet été, on a analysé tous les rapports développement durable des entreprises du CAC 40 sur leur partie biodiversité.
Bon, des grands groupes que je ne nommerai pas, mais qui représentent plus de 50 000 employés au travers le monde, mettent en avant leur super action pour la biodiversité qui consiste à avoir sauvé un faucon qui était sur le point de mourir. Si son seul engagement en faveur de la planète, c'est ça, je ne considère pas qu'on peut dire que l'entreprise se soucie réellement du milieu dans lequel elle se trouve. Et donc du coup, pour vous, c'est quoi une entreprise qui se soucie réellement de son environnement ? De l'environnement surtout, en général. Alors, déjà, c'est une entreprise qui va, dans un premier temps, se poser les questions de comment est-ce qu'elle interagit avec son environnement, quel impact elle a sur son environnement, comment est-ce qu'elle dépend aussi de son environnement pour vivre. Mais je dirais plus largement, une entreprise, quel est son but finalement ? Le but d'une entreprise, c'est pas de faire du profit coûte que coûte. Il faut faire du profit. Une entreprise, c'est quelque chose qui doit être viable économiquement. Mais à côté de ça, c'est quelque chose qui doit être viable économiquement, tout en apportant un progrès, peut-être, ou quelque chose, un besoin qui répond à un besoin pour notre espèce humaine, et en s'intégrant dans le milieu dans lequel on se trouve. Donc, l'entreprise doit se questionner finalement quel est son rôle, quelle est sa responsabilité, comment est-ce qu'elle s'intègre dans la société, qu'est-ce qu'elle apporte à la société. C'est pour ça que de plus en plus de modèles finalement se développent sur ce qu'on a appelé l'entrepreneuriat social. C'est marrant parce qu'il y a quoi, 10-20 ans, l'entrepreneuriat social s'était vécu comme le capitalisme de l'associatif en quelque sorte. Aujourd'hui, c'est le socialisme de l'entreprise presque. Bon, il y a une transformation d'image qui est bénéfique pour ça, mais qui prouve qu'aujourd'hui, on peut avoir une idée, on peut se dire il manque telle chose pour améliorer la condition humaine, ce serait bien qu'il y ait ça, pour ne pas dégrader l'environnement, etc., ou pour réparer un certain nombre de choses, il faudrait qu'il y ait ça. Je vais essayer de trouver un modèle qui soit avant tout là pour ça, qui soit viable économiquement, mais qui ne soit pas là pour faire du profit exacerbé. Voilà. Oui, ce qu'évoque Charles Adrien, il y a plusieurs choses dans ce qu'il vient de dire. Il commence en disant mon voisin vient de parler d'écologie politique, moi ça ne m'intéresse pas, sauf que j'ai dit c'est pas mon domaine. C'est de la même manière qu'on ne demande pas aux économistes de décider de nos économies et du système dans lequel on vit, on ne demande pas aux experts de décider à notre place. Donc il y a des ornithologues, il y a des spécialistes du bois, des spécialistes de la diversité qui nous instruisent sur l'état de la planète, sur l'état des choses. C'est aux politiques ensuite de prendre des décisions. Et ça, il faut bien l'expliquer. On ne peut pas se passer de politique. Ou si on se passe de politique, on est dans un régime dirigiste, dans un régime autoritaire où il n'y a plus de partis politiques, plus de débats, et donc plus de délibération au sein de la société pour choisir dans quelle société on veut vivre. Donc il faut bien alerter tous ceux qui aujourd'hui nous expliquent que la politique, ça ne sert à rien, qu'il y a pire que la politique, c'est l'absence de politique. Et donc il faut se battre pour défendre les valeurs démocratiques, défendre les valeurs de la liberté d'expression et considérer, même s'ils sont faillibles, même s'ils ont beaucoup de défauts, que la meilleure manière de canaliser nos débats autrement que par la violence et par la force, c'est de le faire par l'intermédiaire des partis, même s'ils sont fragiles et s'ils ne sont pas toujours à la hauteur de ce qu'attendent les citoyens. Peut-être est-il utile aujourd'hui d'associer beaucoup plus les citoyens au débat démocratique. C'est ça qui pose problème. Deuxième chose, est-ce que les entreprises sont toutes des entreprises qui font croire qu'elles font du développement durable ? Il y en a beaucoup qui font ce qu'on appelle du greenwashing, c'est-à-dire l'entreprise dont parle Charles Adrien qui sauve un faucon et d'autres qui vous expliquent qu'elles ont fait beaucoup d'efforts dans tel domaine, ça avec la main droite, et puis avec la main gauche, quand vous allez gratter, vous apercevez que sur d'autres sujets, elles sont tout à fait condamnables. Donc aujourd'hui, il y a des c'est pas des normes, mais des critères qui peuvent être imposés, qu'on appelle les RSE, c'est-à-dire les critères liés à la responsabilité sociale et environnementale. Et si on parle de responsabilité sociale et environnementale, c'est bien pour en revenir à ce que je vous disais au début de notre entretien, c'est qu'il y a un lien indissociable entre l'environnement et la condition sociale. Et puis se poser des questions. Oui, il y a aujourd'hui ce que vous appelez l'entreprise sociale. Donc vous avez des grands groupes comme Danone qui se sont lancés dans des programmes d'entreprise sociale. Je suis allé
à plusieurs reprises comme journaliste et ensuite comme député dans un pays qui s'appelle le Bangladesh, qui est une bonne métaphore de notre monde d'aujourd'hui. Parce que le Bangladesh, c'est un pays de delta, arrosé par le Gange et le Brahmapoutre, avec tout ce qui descend de l'Himalaya, et qui est un pays qui est menacé par le réchauffement climatique et la montée des eaux. Mais c'est aussi un pays dans lequel on exploite les ouvriers, et principalement les femmes, dans ce qu'on appelle les sweatshops, et surtout dans ces grandes usines qui fabriquent pour Mango, pour H&M, pour toutes les grandes boîtes que vous connaissez. Et le dernier événement, c'est cet incendie qui a fait 1500 morts. Donc, on peut très bien, une grande société telle que celle que je viens de décrire, peut très bien dire, regardez les efforts que je fais pour vous fournir des chandails ou des vestes en coton bio, et puis de l'autre côté, exploiter dans des conditions absolument abominables des gens qui ne peuvent pas se défendre socialement et qui sont sous-payés. Au Bangladesh, Danone mène une campagne, même recruter des jeunes de votre génération qui sortent des grandes écoles comme vous, pour mettre au point un yaourt nutritif, je ne sais plus quel est le nom de ce yaourt, qui est distribué dans tous les petits villages du Bangladesh. C'est très bien. Mais en même temps, il faut regarder ce que fait Danone d'un autre côté dans certains autres pays, en arrosant, si je puis dire, de ces produits préfabriqués en Europe, des pays dans lesquels on est en concurrence avec des petits paysans qui devraient assurer leur souveraineté alimentaire. Donc les problèmes sont, si vous voulez, c'est toujours très compliqué de répondre de manière univoque à une question, parce que les réponses sont toujours beaucoup plus complexes que la réponse simplifiée. Et comme on est dans un monde où les médias sont à la fois victimes de la culture de l'instant et de la tyrannie de l'émotion, où une actualité chasse l'autre, et on a l'impression que lundi c'était déjà le Moyen-Âge, alors qu'on est vendredi aujourd'hui, et où les hommes politiques simplifient tout. C'est travailler plus pour gagner plus, c'est l'islam contre la République, c'est le fonctionnaire, le chômeur contre le travailleur, enfin, cette rhétorique absolument insupportable, et qui fait qu'on n'accepte pas d'expliciter la complexité du monde. Mais la mission d'un journaliste que j'étais ou du politique que je suis aujourd'hui, c'est de s'attacher à expliciter la complexité du monde. Pour ça, il faut plus d'1 minute 30, et il faut plus qu'une seule réponse à une question. Parce que les choses sont liées. Alors justement, vous expliquez que l'écologie est liée, les problèmes environnementaux sont liés aux problèmes sociétaux, de même que la crise écologique est étroitement liée à la crise économique. C'est notre deuxième partie. On va poser une seule question dans cette partie, l'écologie dans la crise, pour avancer. Est-ce que vous pensez que la crise a plutôt mis un frein aux avancées écologiques, ou est-ce qu'au contraire, est-ce qu'elle a permis un changement radical des mentalités? Ça ne s'est pas passé comme ça. L'écologie, elle ne date pas d'aujourd'hui. Donc les idées des écologistes souvenez-vous, là encore, vous n'étiez pas né, et vos parents étaient encore très jeunes. Il faut se souvenir des livres comme celui de René Dumont, par exemple, L'Afrique noire est mal partie, ou de ces livres qui parlaient déjà d'écologie. Donc je vous ai parlé d'Ellul, c'est 1953 son bouquin. Triste campagne de Charbonneau, c'est dans les années 60. Et il n'y a pas que le rapport Meadows sur la croissance zéro, ça date des années 70. Donc ces questions sont débattues depuis très longtemps par un certain nombre de philosophes, d'intellectuels, d'experts qui nous ont alertés sur les dangers que l'on courait si l'on suivait une logique basée principalement sur le profit et la prédation de la planète. Et ces idées, elles sont petit à petit passées dans la société, elles ont infusé petit à petit, pas simplement en France.
Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, les idées des écologistes sont plus acceptées par la société, qu'elles sont aussi, et Charles Adrien peut en témoigner, puisque c'est son boulot, toutes les entreprises ne font pas du greenwashing. Il y a aussi des entreprises qui font des efforts réels pour s'adapter à la situation et parce qu'elles ont compris qu'il y avait plus de pérennité à leur activité de s'inscrire dans une logique de respect de l'environnement et de la condition des gens que de continuer dans la logique de prédateur. Alors la crise, elle peut avoir un double effet. Elle est souvent une pénalité pour l'écologie. C'est-à-dire qu'en période de crise, on va vous dire l'écologie, c'est pour plus tard. C'est un petit peu, finalement, ce que dit ce gouvernement et ce qu'avait dit l'ancien président devant les agriculteurs à la porte de Versailles au Salon de l'Agriculture. L'écologie, l'environnement, ça commence à bien faire. Et puis il y a ceux qui pensent que la crise, c'est aussi un outil pour mettre en œuvre des idées, pour mettre en œuvre l'écologie ou le développement durable, enfin des politiques qui sont liées à l'efficacité énergétique. Mais l'écologie, c'est pas que l'énergie. L'écologie, c'est aussi comment savoir vivre ensemble. C'est comment, par exemple, donner une priorité à tout ce qui peut être mutualisé. C'est l'esprit des coopératives. Mais c'est aussi comment on construit un quartier, comment on vit dans un quartier. Comment on lutte contre l'étalement urbain. Et pour lutter contre l'étalement urbain, là encore, il n'y a pas de réponse univoque. On lutte contre l'étalement urbain quand on favorise la mixité sociale dans sa ville et qu'on permet le parcours résidentiel à toutes les familles, y compris les plus modestes. Mais on lutte aussi contre l'étalement urbain quand on vend moins cher à un agriculteur un terrain agricole, quand on vend un terrain agricole moins cher à un agriculteur qu'à un lotisseur. Je raconte souvent que quand j'étais étudiant, j'allais chercher les cèpes ou chasser le faisan à la Brède. Aujourd'hui, c'est difficile, parce qu'il n'y a que des lotissements. Et qu'est-ce qui se passe après ? Les gens qui habitent là, parce qu'ils ne peuvent pas acheter en ville, parce que c'est trop cher, ils sont victimes, ils sont dépendants de leur voiture. Et quand vous leur dites on va taxer le diesel qui fait 42 000 morts prématurées par an et qui coûte des milliards d'euros en termes de santé, qui compte donc objectivement aujourd'hui beaucoup plus cher que si on le taxait, progressivement, comme le proposait la Fondation Hulot, par exemple, ils crient, ils ne sont pas contents, parce qu'ils disent c'est encore nous qui allons être victimes de la double peine. Non seulement on habite loin de la ville, mais en plus vous venez nous taxer avec le diesel. Et puis il y a des erreurs qui sont commises, où on se sert de l'écologie en période de crise comme d'un bouc émissaire. Cet exemple le plus significatif, c'est celui que vous voyez sur vos écrans de télévision tous les jours, c'est l'histoire de l'écotaxe sur les poids lourds. En Bretagne, la Bretagne n'est pas victime de l'écotaxe sur les poids lourds. La Bretagne, elle est victime d'un choix politique qui a été fait dans les années 60 sous le général de Gaulle et qui a été poursuivi par tous les gouvernements. C'est ce qu'on appelle le modèle de l'agriculture productiviste. Celle qui crée les algues vertes, mais celle qui aussi met les salariés dans des conditions absolument insupportables. Parce que ce système de l'agroalimentaire et de l'agriculture productiviste, il est arrivé à sa limite. Et plutôt que de le remettre en cause et de travailler sur une mutation, sur ce que Charbonneau appelait la grande mue, sur une réorientation de notre politique agricole commune et de notre agriculture française, on préfère choisir la taxe sur les camions comme bouc émissaire des problèmes que connaît la filière. Donc voilà, c'est l'écologie dans la crise, on peut lui donner plusieurs sens à l'écologie dans la crise. Est-ce que l'écologie elle-même est dans la crise ? Ou est-ce que l'écologie est victime de la crise ? Donc c'est à prendre dans tous les sens. Et en France, c'est pour ça que j'ai quitté mon parti, je considère que l'écologie en France est dans la crise parce qu'elle ne répond plus, sa ligne politique me semble être une ligne de soumission plutôt que d'affirmation de notre autonomie. Et je pense que nous perdons beaucoup de crédibilité par rapport à notre électorat et par rapport à le rôle que nous devrions jouer dans la société. Eh bien, vous me faites une parfaite transition pour notre prochaine partie qui sont les solutions par rapport à toutes les problématiques que vous avez énoncées depuis... Est-ce que je peux vous interrompre une seconde ? Ça ne vous embête pas ? Parce que j'ai un petit peu... Mais pour que vous sachiez bien...
comment les choses évoluent dans les politiques publiques. Il doit le savoir lui aussi, même s'il travaille dans le privé. Mais vous voyez, je suis maire depuis 89. Quand il n'y avait pas la crise, on pouvait construire des bâtiments publics un petit peu chroméores d'une certaine manière. Maintenant, la crise nous oblige à être intelligents et nous oblige à réfléchir autrement. Je vous donne un exemple. À Bègles comme ailleurs. À Bègles, il y a un centre de loisirs de la petite enfance qui a été construit dans les années 60 par mes prédécesseurs, qui était considéré comme une vitrine de l'accueil de la petite enfance. Construit dans les années 60, première conclusion, gouffre énergétique, une passoire énergétique. Et ce centre de loisirs de la petite enfance, il accueille les enfants le mercredi. Et le reste du temps, il ne fonctionne pas. Bon, mais quand on est appelé à modifier la politique de sa ville, on se dit, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on ne va pas mutualiser l'usage, parce qu'il faut parler en termes d'usage, l'usage de ce bâtiment, plutôt que d'aller en construire un autre? C'est ainsi que des villes très innovantes, comme la ville de Rennes, intéressez-vous à ça, parce que pour des futurs managers, c'est aussi intéressant, a mis en place ce qu'on appelle un bureau des temps. Comment fonctionner, comment utiliser des bâtiments ou des rythmes en fonction de l'occupation de ces bâtiments. Ils l'ont fait pour l'utilisation de bâtiments, mais ils l'ont fait aussi par rapport à la mobilité, par rapport au transport public. Donc c'est toujours très intéressant. La crise peut nous amener justement, contrairement à ce qu'on croit, si on y réfléchit bien, la crise, elle est porteuse de plus d'écologie et non pas de moins d'écologie. Donc je pense que ça aussi, c'est une question qui doit être, à laquelle on doit réfléchir. Donc il n'y a pas de fatalité à évacuer l'écologie dans les poubelles de l'histoire. Totalement d'accord avec vous. Donc finalement, la crise peut être une solution aux problèmes écologiques, si jamais je vous comprends par bien. exemple, quand on vous dit « Ah, la solution idéale, c'est de remplacer la voiture thermique par la voiture électrique », c'est remplacer une technique par une autre. Ça ne change rien au problème de la bagnole. La seule question qu'il faut se poser pour la voiture, c'est l'usage de la voiture. Est-ce qu'il est normal que tous les jours autour de Paris ou sur la rocade, il y ait une personne qui conduise 1,5 tonne de ferraille? Est-ce qu'on ne peut pas mettre en place le covoiturage? Si vous prenez votre voiture, que vous ne prenez pas l'autoroute entre Bordeaux et Pau, si vous passez par Aire-sur-l'Adour, eh bien vous verrez qu'à la sortie d'Aire-sur-l'Adour, il y a une aire de covoiturage. Donc pourquoi ne peut-on pas faire, comme certains pays, les Hollandais par exemple, pour favoriser l'usage du vélo plutôt que de la voiture, on leur donne des incitations fiscales. Bon, alors aujourd'hui, il y a Autocool, il y a plein de choses qui se font. Et donc c'est ces questions-là qu'il faut se poser. Et donc l'écologie, la crise, ça rend intelligent. Au début de la conférence, vous avez un petit peu parlé de la technique, du côté scientifique qu'apporte du coup Charles-Adrien aujourd'hui, comme un peu votre bête noire. Vous les avez un petit peu mis en confrontation. Est-ce qu'on ne peut pas dire plutôt que la technique pourrait apporter des solutions aux problèmes écologiques, environnementaux? Bien sûr. Je vous ai dit. De vous l'entendre dire. Non, mais la technique, c'est au sens où le désigne, l'explique Ellul dans son bouquin. Quand je dis la technique, il faut s'en méfier. Est-ce qu'il est normal, par exemple, qu'on laisse se développer de la recherche sur le clonage des humains? Ça pose un problème moral et philosophique. Est-ce que c'est à la société Monsanto, Pionnier, Syngenta, de décider à votre place ou à ma place de ce que j'aurai demain dans mon assiette? C'est pas à eux de décider que j'aurai des maïs OGM et autres produits autres végétaux qui seront d'une manière inéluctable complètement transformés. C'est à la société d'en décider, donc il faut en débattre. Donc c'est ça quand je dis le contrôle technique, le contrôle de la technique. Mais évidemment, la recherche et l'innovation sont des nécessités absolues. Et l'écologie est un outil de recherche et d'innovation. Les éoliennes, l'efficacité énergétique, tout ça, c'est lié à la recherche. Bien sûr. Alors, le progrès sans recherche. Je vais compléter un petit peu. La crise, ce n'est pas une solution, c'est un vecteur potentiel de solution. C'est parce qu'on entre dans la crise qu'on va réfléchir différemment et donc on va potentiellement trouver de nouvelles solutions ou des solutions différentes. Quant à la technique,
Ce qu'il ne faut surtout pas, c'est considérer que tous nos problèmes vont être résolus par la technique. Moi, je suis bien placé pour le parler, je suis ingénieur, et tout le monde fait confiance aux ingénieurs pour trouver la solution miracle, mais elle n'arrivera pas. Il faut arrêter de compter là-dessus. On va améliorer les choses, un peu, mais ce n'est pas avec ça qu'on va changer de paradigme. Là, aujourd'hui, on est allé très loin. La crise, elle est là pour nous le rappeler un petit peu. On va dire que pendant un siècle à peu près, l'humanité, elle existe quand même depuis un petit bout de temps, quoi. Ça fait pas 100 ans, 200 ans ou même 2000 ans qu'elle existe. En un siècle, on a réussi à faire plus de changements que ce qu'on a fait depuis le début de l'histoire de l'humanité. On était un peu sur notre petit nuage. On a profité, on a découvert quelque chose de magnifique qui était le pétrole. Ça nous a permis de révolutionner complètement notre société. Quand on parle de lutter contre l'étalement urbain, il est là parce que le pétrole a permis de développer des transports faciles, a permis de développer tout ça. La crise, elle est là pour nous rappeler que le rêve, il est en train de prendre fin. Et là, on est en train de parler des solutions. En fait, on est dans une époque formidable. On est dans une époque où on a tout à réinventer. Et la crise, ça ne va pas être, comme on entend souvent, le retour au Moyen-Âge ou ce genre de choses-là. Bien sûr que non, on ne va pas se remettre à vivre dans des conditions comme ça. Mais on doit prendre suffisamment tôt le problème pour créer des solutions qui soient viables et qui soient enviables aussi, surtout, et pas qui soient imposées parce qu'on va arriver droit dans le mur, parce qu'on va arriver dans quelque chose qui ne sera plus du tout soutenable. Tout à l'heure, vous parliez du rapport Meadows. Meadows, en 1972, il a modélisé le monde selon quelques paramètres. Alors, c'est assez rudimentaire parce que la technologie, à l'époque, était ce qu'elle était. Les gens n'ont pas vraiment pris au sérieux ces théories. Mais il nous montrait comment le monde risquait d'évoluer sur différents paramètres. La population, la pollution, le bonheur des personnes, etc. Il a modélisé ça. Aujourd'hui, on est 40 ans après ça, et on se rend compte que son modèle, qui pensait être le modèle qui a le plus de chances de se réaliser, on est exactement dessus. C'est-à-dire que ces paramètres rudimentaires, finalement, ont été suivis au pied de la lettre. Bon, et ces paramètres, ils ne sont pas très, très optimistes sur la suite du monde. Mais Meadows, il n'a pas prédit que ça allait être la fin du monde, donc ça allait être un déclin complet. Il a dit, voilà, il y a plusieurs possibilités de gérer le monde. Il y a celle où on laisse les choses se passer telles qu'elles sont, et moi, je pense que ça va être difficile à gérer. Le 21e siècle va être assez catastrophique. Mais il y a d'autres manières, et plus on prend les choses tôt, plus on peut réussir à avoir un monde qui soit beaucoup plus soutenable, qui soit beaucoup plus durable. Et finalement, c'est cette transition qu'il faut réussir à changer. Si on reprend la problématique du changement climatique, le dernier rapport du GIEC, en gros, il nous dit quelque chose qui est assez simple. Les États se sont fixés un objectif, c'est il ne faut pas que ça augmente de plus de 2 degrés. Le changement climatique, enfin la température moyenne sur la surface du globe. Pourquoi ? Parce qu'au-delà, on va enclencher des mécanismes irréversibles qu'on ne sait pas prévoir aujourd'hui. Donc au-delà de 2 degrés, ça peut très bien s'emballer, faire plus 5 degrés. Plus 5 degrés, c'est la différence entre la dernière ère glaciaire et maintenant. La dernière ère glaciaire, il y avait 3 km de neige sur Stockholm, et la calotte glaciaire, l'Arctique, descendait jusqu'à Grenoble. Bon. Plus 5 degrés, qu'est-ce que ça veut dire ? Vous remplacez la calotte glaciaire par le désert du Sahara, et vous regardez à peu près jusqu'à où ça remonte. C'est pas très enviable comme façon de voir les choses. Bon, il y a une corrélation assez forte, en tout cas, qui est démontrée entre les émissions de gaz à effet de serre et l'augmentation de la température. Ces émissions de gaz à effet de serre, en gros, le GIEC nous dit on a un quota, c'est 800 millions. 800 millions de tonnes de CO2, 800 milliards, pardon, enfin 800 gigatonnes de CO2 dans l'atmosphère. Si on dépasse ça, on va dépasser 2 degrés. On en a déjà émis 500, donc il nous en reste 300. Chaque année, donc là on devrait se dire, bon le quota, la boîte commence à diminuer, il faudrait qu'on diminue un petit peu notre consommation pour arriver de manière choisie à plus beaucoup d'émissions de gaz à effet de serre. Chaque année, qu'est-ce qu'on fait ? On les augmente. L'année où il y a le plus d'émissions de gaz à effet de serre, c'est cette année, la prochaine ce sera 2014, très probablement, etc. etc. Chaque année, on injecte 10 gigatonnes de plus dans l'atmosphère. Ce qui fait que si on continue à ce rythme-là, dans 30 ans, on a bouffé tout notre quota. Donc dans 30 ans, qu'est-ce qu'il faudra faire ? Il faudra faire un arrêt brut, tout simplement. Et en fait, c'est un peu, on sera en état de guerre. Alors pas forcément une guerre entre nous, mais dans un régime de guerre, c'est-à-dire on sera sur la rationalisation des produits, on sera sur toutes ces choses-là. Soit on attend ça, soit on décide de prendre les choses le plus tôt possible. Sauf que le plus tôt possible, beaucoup de gens nous disent, ça fait 20 ans déjà qu'il aurait fallu le faire, mais bon, le monde n'est pas perdu. On a parlé au début de la conférence des partis qui va avoir lieu à Paris en 2015. Pour moi, c'est une formidable opportunité
Paris, c'est chez nous. C'est à nous de faire les choses. Et moi, on a parlé un petit peu de ma boîte, mais je suis là aussi avant tout en tant que président bénévole de l'association Avenir Climatique. Et nous, notre but, c'est de sensibiliser les étudiants sur le monde dans lequel ils vont vivre demain. Parce que quand on prend des engagements, quand on dit en 2050, il faudra avoir diminué par 4 nos émissions de gaz à effet de serre, qu'est-ce qu'on dit? On dit, vous, étudiants aujourd'hui, en 2050, vous serez encore dans le monde actif. Donc vous allez devoir diminuer par 4 vos consommations de gaz à effet de serre, celles de vos entreprises, etc. Et vous, managers, futurs managers d'entreprise, vous allez être responsables de ce changement-là. Malheureusement, aujourd'hui, dans tous vos enseignements, on ne vous parle pas de ça. On vous parle de comment vivrait le monde si on continuait sur ce régime qui a été celui des 30 Glorieuses, qui est fini depuis belle lurette, mais bon, qu'on pense qu'il va redémarrer un jour. Mais non, il ne redémarrera pas. La question, c'est comment est-ce qu'on aborde la pente descendante et comment est-ce qu'on l'aborde de la manière la plus efficace possible. Et toutes les solutions, elles existent. Enfin, on en a des tas des solutions. Le problème, c'est comment mettre l'input qui va faire qu'on va les prendre. Et ça, on a 3 niveaux en gros. Il y a le niveau de l'individu. Chacun doit faire ses solutions. Chacun doit agir, changer son comportement, faire sa petite part, sa petite pierre à l'édifice. Il y a le niveau global, national, international, qui donne les grandes directives. Et puis surtout, il y a le niveau local. Donc, ce qu'on parlait de démocratie participative, de se regrouper, définir comment est-ce que mon établissement, je le vis de manière durable, comment est-ce que ma collectivité, je la vis de manière durable, comment mon quartier, je le transforme en écoquartier. Et ça, chacun doit agir. C'est les citoyens qui agissent. C'est pas le politique qui va prendre la décision pour tout le monde et contre le gré des citoyens. On l'a bien vu en Bretagne avec ce qui se passe sur l'écotaxe. C'est génial, je m'aperçois, et c'est très bien, que les nouvelles générations, comme celle que représente Charles Adrien, sont tout à fait prêtes à faire passer le message que nous essayons, nous, de diffuser depuis plusieurs années. Donc je vais pouvoir me reposer. Non mais c'est bien ce qu'il dit, et c'est tout à fait juste, et il le dit, c'est quelqu'un de votre génération qui vous le dit, et je pense que c'est ce qui vient, sa conclusion provisoire, et aussi très intéressante. Ça veut dire qu'il ne faut pas tout attendre des politiques. Il faut aussi s'impliquer, c'est ça aussi un citoyen responsable. Et ce qu'il vous dit aussi, c'est ce que disent par exemple des gens comme Stern ou d'autres, c'est qu'il faut se méfier comme de la peste de cette idée complètement toxique, selon laquelle de toute façon on verra bien après, et on peut continuer comme avant. Mais continuer comme avant, ça veut dire qu'un jour on sera effectivement en économie de guerre, avec des formes d'éco-totalitarisme. Et je pense qu'il faut que vous soyez très conscient de ça. Et encore une fois, pour la 3e fois je le répète, ce qui prouve que les questions soulevées par l'écologie sont des questions qui ont trait direct à la condition humaine, à la démocratie et à la responsabilité. Une dernière question. Donc, on est d'accord, la technique seule ne pourra pas nous permettre de répondre aux problèmes de demain et d'aujourd'hui. On est obligé de limiter, il faut limiter notre consommation. Ça, on voit que c'est quelque chose qui est compris au niveau local, dans les associations, etc. Tout le monde est à peu près d'accord là-dessus. Par contre, c'est pas politiquement correct, et donc on le voit pas, enfin, on le voit peu sur la scène politique. C'est assez difficile de se faire élire en parlant de diminution de la consommation. Comment on peut espérer changer ça, parler plus de cette limitation de la consommation sur la scène politique, et d'avoir un électorat qui... Oui, mais quand on mène une campagne électorale, on ne le fait pas simplement sur le thème de la consommation. Mais tout le monde est prêt à moins consommer. Si on consomme moins, on paye moins. Donc tout le monde est prêt à moins consommer. Non, la question, je pense que c'est faux. Comment? Ça, je pense que c'est faux. Tout le monde n'est pas prêt à moins consommer. Mais moins consommer quoi? Des biens ou de l'énergie? C'est ça les deux la sont question. liés d'une certaine manière. On est dans des sociétés qui incitent à la consommation, toujours. Bon, mais vous voyez aussi à côté poindre, naître une série d'initiatives qui montrent qu'il y a des possibilités d'alternatives. Je pense notamment à tout ce qui, là aujourd'hui, vous l'entendez, il y a même un de mes collègues, François-Michel Lambert, un jeune député écologiste qui vient de créer son club sur l'économie circulaire. C'est un terme que qu'on n'utilisait pas dans les années 70, que même pas dans les années 80, même pas dans les années 90. C'est un terme qui aujourd'hui est compris, avec même des théories sur l'économie circulaire. C'est-à-dire comment considérer qu'un déchet n'est pas un déchet, mais qui peut être une ressource. Et cette idée, elle n'est pas venue des pays riches, qui jettent. Elle est venue des pays pauvres,
Vous avez vu des pays en crise, notamment des pays d'Amérique du Sud. Je pense en particulier au mouvement des cartoneros en Argentine, qui a connu une crise très sévère. Bon, il y avait ce qu'on appelle des récupérateurs informels. Il y en a partout, hein. Il y en a à Manille, il y en a à Santiago, il y en a à Buenos Aires, il y en a partout. Dans tous les pays pauvres, il y a une concurrence féroce aujourd'hui entre les informels et les grandes sociétés multinationales, comme les grandes sociétés françaises qui sont spécialisées dans les déchets et qui veulent mettre la main sur le ramassage et le tri des déchets, par exemple dans des villes comme Mexico. Et les informels se battent parce qu'ils jouent un rôle d'ailleurs qui est 1000 fois plus efficace que les grandes sociétés qui évidemment veulent faire du profit sur ces mégapoles. Hein, il faut que vous sachiez que par exemple une ville comme New Delhi, il arrive tous les jours à New Delhi 10 000 habitants de plus. Une ville comme Dhaka, avec l'exode rural au Bangladesh, il arrive tous les jours 2000 habitants de plus. Donc vous imaginez les problèmes que ça pose en termes urbains, en termes de déchets. Donc ces informels, ils ont permis, ils se sont battus, et à Buenos Aires, maintenant, en Argentine, ils ont un statut, des statuts de coopérative, et il y a c'est très intéressant parce que ça donne une deuxième vie à des déchets qui deviennent des ressources, et ça donne une deuxième chance à des gens de la rue qui étaient dans un état de très grande pauvreté. Vous passez les océans, vous venez dans les pays riches, qu'est-ce que vous avez aujourd'hui ? Vous avez aujourd'hui ce qu'on appelle les recycleries. Ça se développe de manière... ça se développe partout. Vous en avez une très sympa qui existe depuis très longtemps, de l'autre côté de la gare, qui s'appelle Récupère, rue des Terres de Borde. Mais vous en avez plein de recycleries aujourd'hui. Et ça se développe dans les écoquartiers. Il n'y a plus d'écoquartiers sans recyclerie. Maintenant, il y a des programmes urbains. Nous, par exemple, à Bègle, on est en train de mettre en place, comme titre d'exemple, en espérant que ça se renouvellera dans l'agglomération, de l'habitat coopératif. Mais l'habitat coopératif, il s'inscrit dans une logique, dans une certaine démarche. Cette démarche, ce n'est pas simplement d'éviter la spéculation immobilière, c'est aussi d'apprendre à vivre ensemble. Et puis c'est aussi une démarche qui consiste à mettre à disposition, par exemple, plutôt que d'avoir chacun dans son appartement une chambre d'amis, c'est de faire comme ça existe dans ce qu'on appelle les Workgruppen en Allemagne ou en Suisse, d'avoir collectivement, mais c'est toujours la question du temps et de l'organisation du temps, une chambre d'amis pour ceux qui viennent vous rendre visite, plutôt que d'en avoir 10. Et à la place, vous allez faire un jardin partagé, vous allez mettre une laverie commune, toutes ces choses. Et puis, c'est lutter contre l'obsolescence programmée des objets. Ça aussi, ça commence à entrer dans les mœurs. Donc, il n'y a pas, si vous voulez, le rôle du politique et des associations, je ne parle pas du côté professionnel de Charles-Adrien Médecin Association, c'est de montrer des exemples à l'opinion de ce qu'on peut faire et d'essayer toujours dans cet esprit de ne pas les imposer, de les rendre socialement compatibles, c'est-à-dire acceptés par la société. Moi, je prends souvent l'exemple de l'évolution de les mentalités à Bègle, mais il n'y a pas qu'à Bègle. Hein. On a fait, vous savez, dans les rues, maintenant, on peut permettre au vélo de rouler à contresens. Ah, vous avez vu ça dans plein de villes. Vous avez le sens des bagnoles, et puis votre vélo, il peut rouler dans l'autre sens. Mais j'aurais fait ça à Bègle il y a 10 ans, je partais avec le goudron et les plumes. Aujourd'hui, c'est devenu naturel. Donc ça veut dire que les mentalités évoluent et qu'il y a la place, précisément, pour mettre en œuvre ce que nous appelons, nous, la transition écologique, qui n'est pas simplement une transition énergétique, c'est un ensemble de choses. Dernière question avant de clôturer notre débat et laisser la place au public. Vous avez parlé de transition écologique. Le rôle du capitalisme dans tout ça, vous en pensez quoi ? Est-ce qu'une croissance infinie est-elle compatible avec un monde fini dans lequel on vit ? Est-ce que non, une croissance infinie n'est pas compatible avec un monde fini. On sait que le monde est fini depuis que Armstrong est allé sur la Lune et qu'il a regardé la Terre. On s'est aperçu que c'était une planète très limitée. Et donc, il y a incompatibilité entre cette voracité de l'humanité et la possibilité pour les êtres humains, et pas simplement les êtres humains, parce qu'on est très égoïste. Il y a des philosophes qui ont écrit là-dessus, comme Bruno Latour et d'autres. Il faut considérer aussi notre entourage. Et notre entourage sont les plantes, les animaux et tous ceux qui vivent autour de nous et dont nous dépendons.
sur la Terre. Donc effectivement, il y a une incompatibilité, mais le capitalisme est très plastique, donc il est tout à fait capable de s'adapter. Mais vous avez aujourd'hui une métaphore absolument incroyable, c'est le problème de l'Arctique qu'évoquait Charles Adrien tout à l'heure. Il est un continent très fragile, avec un écosystème très fragile, une biodiversité tout à fait exceptionnelle, avec des réserves aujourd'hui qu'on évalue, je crois, c'est 13% des réserves de gaz et 35% des réserves de pétrole de la planète, qui vont être accessibles avec le réchauffement climatique. Et voilà que ce continent, on est en train il risque de disparaître, en tout cas de devenir un cauchemar en termes d'exploitation des ressources, mais un cauchemar pour ceux qui y vivent. Parce qu'il y a des Inuits, il y a des populations qui ont une certaine culture, un certain mode de vie, qui évidemment sont balayées, un peu comme ont été balayés les Indiens. Mais qui va chercher dans l'Arctique? Et qui risque de provoquer des marées noires qui seraient 100 fois ce qu'était la catastrophe de Deepwater Horizon dans le golfe du Mexique? Ce sont les mêmes qui provoquent le réchauffement climatique. Donc regardez bien la métaphore, c'est-à-dire que ce sont ceux qui ont provoqué le réchauffement climatique et le recul de la banquise qui vont aller encore chercher un peu plus le gaz et les hydrocarbures pour s'enrichir encore un peu plus. Donc là, il y a quelque chose qui ne va pas. Donc comment on résout ça? Par ce qu'on appelle la gouvernance mondiale. Et c'est là aussi qu'il faut s'attacher à ce qu'il y ait une vraie gouvernance mondiale, c'est-à-dire des outils internationaux qui puissent être beaucoup plus coercitifs que ceux que l'on a aujourd'hui.